Dans l'actualité ce soir, fin de cavale pour Tony Musulin. Le convoyeur aux 11 millions d'euros s'est rendu à la police de Monaco qu'il a remis aux autorités françaises à Nice. Nous serons en direct sur place. La grippe A face à la méfiance de la population. Les médecins libéraux réclament le droit de procéder eux-mêmes aux vaccinations. Ils espèrent convaincre les patients. Faut-il interdire la fessée? Une députée UMP a déposé une proposition de loi en ce sens. Son parti est réticent. On verra que 14 pays de l'Union européenne ont déjà fait ce choix. La rencontre des deux géants du monde. Barack Obama a entamé sa première visite en Chine, une opération séduction. Nous ne devons pas être des adversaires mais des alliés, dit-il, sans masquer les divergences sur les droits de l'homme. On évoquera cette exceptionnelle vague de douceur sur la France. On se baigne en Méditerranée comme en été. Les températures sont de 6 à 10 degrés plus élevées que la moyenne. Enfin, le retour d'une chanteuse emblématique. Diams a connu le succès très jeune, puis la solitude, la dépression. Elle chante sa rencontre avec l'islam et le port du voile, un nouveau disque en forme de confession. Bonsoir et bienvenue à tous. Sa cavale aura donc duré moins de 2 semaines. À la surprise générale, Tony Musulin, le convoyeur le plus recherché d'Europe, s'est donc présenté de lui-même à la police, à Monaco, à la mi-journée. Lionel Feuerstein, Jean-Claude Martin. Il est arrivé à moto sans prévenir, est entré dans un commissariat de Monaco en ne déclarant qu'une seule chose, son nom, Tony Musulin. L'homme le plus recherché de France s'est rendu aux policiers peu après midi et sans raison. Il semblait, selon un enquêteur, dans un état second. Il avait une barbe d'une dizaine de jours, il avait l'air un peu fatigué, mais je veux dire, c'était quelqu'un qui était assez athlétique et qui présentait bien. Il avait quelques effets vestimentaires, pas d'argent, voilà. Selon nos informations, Tony Musulin venait d'arriver dans la principauté et n'aurait pas séjourné sur le rocher. L'homme s'est montré peu bavard et a été remis aux autorités françaises dans l'après-midi. Il a souhaité se rendre auprès des autorités françaises. À Lyon, ses collègues se disent ce soir soulagés et heureux que Tony Musulin ait mis fin de lui-même à 11 jours de cavale. Je pense que c'est un pétage de câble, quoi. Il a pété un câble, quoi, je veux dire. Mais bon, aujourd'hui, tant mieux pour lui, quoi, hein. Au moins, je crois que c'est la bonne raison, quoi. Je veux dire, il a bien réfléchi, quoi. Je crois que c'était la meilleure solution. Pour l'instant, les 2,5 millions d'euros sur les 11 que Tony Musulin avait dérobés n'ont pas été retrouvés. Selon le procureur de Lyon, le convoyeur n'a fait aucune révélation sur la localisation du précieux butin. Et je vous propose de découvrir ces toutes dernières images. Elles nous sont parvenues il y a un instant. Celle du départ de Nice de Tony Musulin, ici, derrière ce journal, sur la banquette arrière de cette voiture. Il va gagner Lyon, c'est là-bas qu'il sera entendu sur le fond. Alors on va retrouver dans un instant là-bas Isabelle Stess en direct de Nice. D'abord rappelons ce qu'a été cette cavale de Tony Musulin. Certains le croyaient en ex-Yougoslavie. Reportage Denis Sébastien et Olivier Jacquelin. Du jamais vu, le casse du siècle, diront certains. 11 600 000 euros volés sans un coup de feu ni aucune violence. C'était le 5 novembre dernier. Le fourgon de la société Loomis vient de charger une très importante somme d'argent à la Banque de France. Tony Musulin en est le chauffeur. Il va profiter d'une halte pour fausser compagnie à ses 2 collègues convoyeurs. Il disparaît dans la nature. Le fourgon, dont le système GPS a été déconnecté, sera retrouvé 2 heures plus tard, totalement vide. Logiquement, le chauffeur ne veut pas pénétrer à l'intérieur de la cellule coffre du fourgon blindé. Et pourquoi il a pu là? Parce qu'il a récupéré un système qui n'aurait jamais dû avoir. Une clé? Une clé. Dans les premières heures, les enquêteurs n'excluent pas que le convoyeur ait pu être pris en otage. Mais rapidement, ils écartent cette hypothèse, car Tony Musulin a préparé sa fuite. Il a vidé ses comptes bancaires et emporté tous ses papiers de son appartement. Et puis les policiers vont faire une découverte de taille. Dans le garage d'un immeuble, ils trouvent une grosse partie du butin. 9 105 000 euros dissimulés sous une bâche. Nous avons effectué une enquête de voisinage assez poussée, on va dire, qui nous a permis de découvrir un box qu'il avait loué sous une autre identité. Et ça a été le jackpot à l'intérieur de ce box. À ce moment-là, Tony Musulin court toujours avec 2 500 000 euros en poche. Sur Internet, il est devenu une célébrité. Ce soir, sa reddition donne déjà lieu à des milliers de commentaires. Bonsoir Isabelle Stess, vous êtes en direct de Nice où se trouvait encore Tony Musulin il y a quelques instants. Est-ce qu'on sait ce soir s'il agit seul ou s'il avait des complices lors de cette cavale?
Alors écoutez, il est difficile de répondre avec certitude à cette question, d'autant que Tony Musulin fait route actuellement vers Lyon et c'est maintenant que les interrogatoires vont véritablement commencer. C'est vrai qu'à l'époque du vol, on s'était demandé comment un homme seul avait pu transférer en une dizaine de minutes à peine autant de sacs de billets et de pièces avant de prendre la fuite, mais les enquêteurs qui le décrivent comme un homme assez solitaire ont estimé jusqu'à présent qu'il n'y avait pas de complice dans cette affaire. A-t-on une piste pour retrouver la somme d'argent? Il y a tout de même 2 millions d'euros et quelques qui manquent à l'appel ce soir. Écoutez, vous savez qu'il s'est présenté sans argent à la police monégasque, avec uniquement 2 sacs de vêtements. Alors il reste ces 2,5 millions d'euros dans la nature et il n'est pas exclu que pendant ces 10 jours, Tony Musulin soit parti à l'étranger. Vous savez qu'il est d'origine serbo-croate et peut-être qu'actuellement les fonds ne sont plus en France, effectivement. Dernière chose Isabelle, que risque Tony Musulin? Alors écoutez, il risque une peine maximum de 3 ans de prison, une peine relativement légère, ce qui fait dire aujourd'hui aux enquêteurs que peut-être il sera très difficile d'obtenir des renseignements. Voilà, merci Isabelle, vous étiez en direct à Nice, cette affaire, on l'a compris, est loin d'être terminée, ça n'est que dans quelques heures que commenceront donc les interrogatoires à Lyon. Ces nouveaux éléments maintenant concernant la grippe A. Première information, 11 nouveaux décès ont été enregistrés en France métropolitaine dans la semaine écoulée. On l'a appris ce soir, ce qui porte à 43 le nombre de morts, mais il faut le souligner, 10 personnes sur ce total de 11 présentaient des facteurs de risque. L'épidémie progresse donc, en voici un autre signe. Pour cette seule journée de lundi, une demi-douzaine d'écoles, de collèges ou de lycées ont été fermées à Montpellier, dans le Gers, dans l'Orne, la Charente-Maritime ou encore ici à Ney, au sud de Pau. En ce qui concerne maintenant la vaccination, les médecins libéraux haussent le ton. Ils affirment que s'ils étaient autorisés à participer à cette campagne, ils pourraient convaincre la population qui reste très réticente. José Blanc-Lapierre, Lorraine Christophe-Lourd. 14-8, c'est parfait. Comme la plupart de ses confrères, ce généraliste se sent un peu exclu du dispositif. Pourquoi ne pas vacciner lui-même ses patients contre le H1N1? Seule façon, selon lui, de redonner confiance. Les gens posent beaucoup de questions quant aux effets secondaires du vaccin, donc et se demandent pourquoi c'est pas leur médecin traitant qui les vaccine. À partir de là, il y a un doute qui s'installe dans l'esprit des gens. Un généraliste qui pourrait même convaincre certains sceptiques. Je pense qu'il va m'expliquer mieux, mon médecin, et que à ce moment-là, je vais peut-être me décider à le faire. Je ne sais pas si c'est mieux ou pas, parce que je pense que dans les centres, ils mettent des infirmiers qui ont l'habitude, mais dans la mesure où c'est mon médecin que je connais depuis longtemps, donc je pense que j'aurai plus confiance. La vaccination collective, toute l'Europe l'a choisie. La raison, trop de contraintes logistiques. D'abord, des vaccins multidoses, c'est-à-dire qu'avec un flacon, on vaccine 10 personnes. Ensuite, un besoin de traçabilité au cas où des complications surviendraient. Enfin, un ordre de priorité à respecter parmi les candidats au vaccin. Depuis le 12 novembre, 20 000 personnes se sont fait vacciner sur un total de 1100. Pour accélérer la cadence, le ministère de la Santé envisage courant décembre une vaccination H1N1 chez son médecin traitant, à condition bien sûr de disposer d'ici là de doses individuelles. Et vous, qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est notre question de la semaine. Êtes-vous favorable à la vaccination contre la grippe A par le médecin traitant? Oui ou non, à vous de cliquer sur la page 20h de notre site france2.fr. Résultat jeudi. Une image encore. À son tour, l'Espagne a lancé sa campagne de vaccination. Et là-bas, vous le voyez, elle fait apparemment recette. Image ici de Madrid, l'Espagne où le virus a tué 90 personnes depuis le début de l'épidémie. C'est une interrogation qui revient régulièrement, elle est à nouveau posée. Une proposition de loi va voir le jour pour interdire la fessée et plus généralement les châtiments corporels. Elle émane d'une députée UMP de Paris, qui est aussi pédiatre, Edwige Antier. Pour elle, plus on lève la main sur un enfant et plus il devient agressif. Nabila Tabouri, Johan Nertond. Adieu le martinet d'autrefois, oubliez la gifle, la fessée reste l'unique punition, celle à laquelle les parents recourent contre leurs bambins récalcitrants. Plus de 9 petits Français sur 10 en ont déjà reçu une. Oui, mais bon, je l'ai mérité, donc je pense qu'une fessée, c'est pas très... Ça m'a appris à plus faire de bêtises. Loin de corriger ou d'éduquer, la petite claque sur les fesses contribuerait à banaliser la violence. C'est en tout cas ce que pense la pédopsychiatre Edwige Antier. Députée UMP, elle propose une loi contre ce châtiment corporel. Même si toutes les claques ne sont pas arrangées dans la maltraitance, un signal fort
fera baisser ceux qui prennent prétexte de petites corrections pour maltraiter les enfants. Les parents ont la main lourde. Près de 9 Français sur 10 sont adeptes de la fessée pour corriger leurs enfants. Cependant, se voir sanctionner un jour pour cela, beaucoup n'y croient pas. Je ne dis pas qu'il faut claquer les gamins, etc. Mais une fessée de temps en temps, je pense que ça n'a jamais fait vraiment de mal à personne. En tout cas, dans mon cas, c'est souvent la réponse parce que je suis énervée et il n'y a plus que ça. C'est sûr, il doit y avoir d'autres solutions, hein, mais en même temps, de la légiférer. Un point de vue que partage cette psychiatre. Interdire la fessée ne permettra pas de lutter contre la maltraitance. Une fessée n'a jamais occasionné de troubles majeurs chez un enfant, encore une fois, quand elle est pratiquée, donnée de façon très occasionnelle, accompagnée de paroles. Claque, tape ou raclée, quel que soit le nom donné, la fessée est déjà interdite chez la moitié de nos voisins européens. Mais en France, le gouvernement ne souhaite pas légiférer dans ce domaine de la sphère privée. Et à noter que Xavier Bertrand, secrétaire général de l'UMP, se dit lui-même opposé à cette loi. Des lois surtout, partout, ça va bien, a-t-il déclaré sur BFM ce matin. Alors comme souvent dans ce journal, voyons ce que font nos voisins en la matière. Il faut savoir, on l'entendait à l'instant, que 14 États sur 27 dans l'Union européenne ont décidé d'interdire la fessée et les châtiments corporels. C'est le cas de l'Allemagne. Bonsoir Arnaud Boutet, vous êtes en direct de Berlin. Quelle est exactement la situation là-bas ? Oui, c'est vrai que l'interdiction est inscrite dans le Code civil depuis novembre 2000. Tous les châtiments corporels sont strictement interdits. Et ici, eh bien, si vous voyez un adulte corriger sévèrement un enfant, vous pouvez appeler la police. Alors ce type de dénonciation est assez rare, mais les exemples sont assez nombreux depuis près de 10 ans. En 2004, par exemple, une femme a été condamnée à payer une amende parce qu'elle avait giflé sa fille, et c'est une de ses amies qui l'avait dénoncée. Alors ici, il faut savoir que le ministère de la Justice considère que l'interdiction est très efficace parce que le nombre d'enfants battus a sévèrement été en baisse depuis près de 10 ans. Et il s'avère que la loi ici donc, propose une simple amende pour les petites corrections physiques, mais également une peine de prison en cas de violence grave ou répétée. Et bien sûr, ici en Allemagne, eh bien, tous les parents connaissent l'interdiction et réfléchissent à 2 fois avant de lever la main. Arnaud Boutet, sous la pluie à Berlin. Merci Arnaud. La politique, ce sera l'un des grands sujets de la semaine. La loi visant à limiter la récidive criminelle est examinée à partir de demain par les députés. En 2 mots, il s'agit de renforcer le suivi à la sortie de prison et d'élargir la possibilité de placement en rétention de sûreté. Pour bien comprendre, voici ce qu'est la situation aujourd'hui. L'une de nos équipes a pu accompagner les médecins et les juges d'application des peines qui assurent ce suivi. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Aurélia Guillemin. Christophe Kenck. Bonsoir monsieur, allez-y. Ce n'est pas un rendez-vous médical comme les autres, c'est une convocation. Installez-vous. Le patient est un condamné, délinquant sexuel. Il est soumis à une injonction de soins imposée par la justice. Au moins une fois par an, la psychiatre, médecin coordonnateur, est chargée de faire le point sur son suivi. Bon, donc je continue à voir le docteur, je l'ai vu ce matin. Donc ça veut dire que vous poursuivez régulièrement. Ah, tout à fait. Vous pourriez situer ce que ça vous a permis, vous, de comprendre par rapport aux faits? Les réactions de mes proches, ma propre réflexion, etc. font que, effectivement, j'ai évolué. Est-ce que vous pouvez parler de ce que vous aviez fait? Oui, donc j'ai commis des attouchements sur deux nièces mineures. Il y a maintenant une bonne quinzaine d'années. Il a admis les faits, a entamé de lui-même une psychanalyse et a retrouvé une vie de couple. Des signes rassurants pour le médecin, chargé d'évaluer entre autres le risque de récidive. Le risque de la récidive, c'est le même risque que de la rechute pour tout médecin dans d'autres types de pathologies. Donc, la première préoccupation pour moi, c'est la souffrance du sujet. Parce que je pense qu'avec la souffrance du sujet, il peut y avoir également un risque de récidive. Lui n'a pas récidivé et se dit aujourd'hui à l'abri. Mais il dénonce un suivi trop lent à se mettre en place. Après sa condamnation, il s'est senti livré à lui-même. Ça me paraît tout à fait normal qu'il y ait une injonction de soins, oui. Par contre, ce qui me paraît complètement anormal, c'est le délai qui s'est écoulé entre ma condamnation et ma convocation chez le juge d'application des peines. 6 mois, c'est aberrant. 6 mois d'attente, une aberration qui n'a pourtant rien d'exceptionnel.
En France, les juges d'application des peines sont 350. Pour suivre 250 000 dossiers, cela veut dire 714 dossiers par juge. Délinquants sexuels, mais aussi criminels, auteurs de violences conjugales, délinquants de la route. À Créteil, les condamnés à surveiller sont chaque année plus nombreux et le service est saturé. Il y a à peu près 600 dossiers en attente, et ce qui veut dire qu'il y a des gens qui vont être convoqués dans plusieurs mois, alors qu'on devrait les convoquer maintenant. Et donc évidemment, tout ce temps où ils ne sont pas pris en charge, c'est un moment où le risque de récidive est majeur, puisque le suivi n'est pas en place, puisqu'on ne peut pas s'assurer que les obligations sont respectées. Et s'il se passe un incident, de toute façon, on ne réagira pas véritablement, puisqu'on ne les a pas pris en charge. Le projet de loi présenté demain à l'Assemblée nationale prévoit d'étendre encore les mesures de surveillance des condamnés. Mais faute de moyens supplémentaires, les professionnels voient mal comment ils pourront les appliquer. Autre dossier brûlant cette semaine, la réforme territoriale et celle de la taxe professionnelle, avec ce vent de fronde des élus locaux. 2000 conseillers généraux étaient réunis aujourd'hui à Paris pour exiger le retrait de ce projet qui équivaut, selon eux, à une recentralisation. Et demain, c'est l'Association des maires de France qui est réunie en congrès et qui recevra la visite qu'on annonce houleuse de François Fillon. L'économie, la prime de Noël est reconduite cette année. Elle sera versée en décembre. Son montant est de 152 € pour une personne seule, 228 € pour un foyer de 2 personnes et 45 € de plus pour chaque personne supplémentaire à charge. Rappelons qu'elle est réservée aux plus modestes. 1,5 million de ménages en bénéficieront, et notamment les mères isolées. C'est une nouveauté cette année. L'actualité à l'étranger avec la rencontre de la première puissance économique mondiale et de la première puissance démographique mondiale. Barack Obama effectue sa première visite à Shanghai et à Pékin. Une opération séduction. Sur place, Pascal Golomer, Sylvain Guillaume. C'est une poignée de main entre deux géants. Mais des géants qui ont bien besoin l'un de l'autre pour surmonter la crise. Et ce soir, Barack Obama s'est présenté à son homologue Hu Jintao en partenaire, pas en adversaire. Tant de problèmes ne peuvent être résolus, à moins que la Chine et les États-Unis n'agissent ensemble. Quelques heures plus tôt à Shanghai, c'est avec des étudiants qu'il a voulu dialoguer. Il aura fallu des semaines de négociations pour que les autorités chinoises acceptent l'idée, avec des étudiants soigneusement choisis. La prochaine question, pour un homme? 8 questions seulement, dont une tout de même à propos de la censure de l'Internet chinois, mais une question posée par l'ambassadeur américain. Je suis un grand partisan d'un accès complètement libre à Internet et d'un usage sans restriction des nouvelles technologies de l'information comme Twitter par exemple. Plus on est ouvert, mieux on peut communiquer et cela nous aide aussi à mieux comprendre le monde. Bien peu de Chinois auront entendu ces propos contre la censure puisqu'aucune télévision nationale ne les a diffusés en direct et que le résumé en différé préférait parler d'autre chose. Barack Obama entend donc bien parler des sujets qui fâchent durant son séjour, mais toujours sur un ton mesuré. En ces temps de crise économique, il est hors de question de se lancer dans une confrontation, même verbale, avec le géant chinois. En bref, encore dans l'actualité internationale, des gendarmes français en Afghanistan. Ils sont 57 à être partis de Roissy aujourd'hui. C'est une première dans un conflit en cours. Ils accompliront là-bas des missions de formation et d'accompagnement de la police afghane. Et puis une image encourageante de la démocratie qui s'installe au Kosovo. Premières élections depuis l'indépendance il y a 1 an et demi. 1,5 million d'électeurs ont voté pour désigner leurs maires et leurs conseillers municipaux. L'ouverture à Rome d'un sommet contre la faim, celui de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. On va s'y arrêter un instant. D'abord, ces images qui viennent bousculer une idée reçue. La malnutrition ne touche pas seulement des pays très pauvres. Dans le nord de l'Argentine, la faim a poussé un groupe d'Indiens à attaquer un entrepôt. Renaud Bernard. Ce sont des chômeurs affamés qui pillent un entrepôt du gouvernement. Ils prennent tout ce qu'ils peuvent, de la farine, des pâtes, des boîtes de conserve. Ici, c'est plein de nourriture alors que nous, on meurt de faim. Et le gouvernement ne fait rien. Sans aucun ménagement, les policiers les délogent. Mais la faim est trop grande, alors la police doit tirer en l'air. Et ceux qui insistent sont arrêtés comme des criminels. Les émeutes de la faim, c'est le paradoxe argentin. Le pays est le royaume du bœuf. 50 millions de têtes de bétail, 10 millions de plus qu'il y a d'habitants.
Mais la production d'aliments de base recule au profit du soja, des récoltes à perte de vue destinées à la fabrication de biocarburants. Pour remplir les réservoirs, on rase chaque année des milliers d'hectares de champs et de pâturages. Résultat, si sur le papier la production agricole de l'Argentine s'élève à 3,5 tonnes par habitant et par an, le meilleur rendement du monde, 450 000 personnes sont mortes de famine ces 10 dernières années. Ces déshérités, on les rencontre ici, dans le nord du pays. Chaque semaine, ce médecin distribue bénévolement de la nourriture aux membres d'une minorité indienne. Pour eux, ces distributions sont le seul moyen de se nourrir. Je vais mieux depuis quelques jours parce qu'on nous apporte à manger. Mais avant, je n'avais rien à manger. Dans cette région du nord de l'Argentine, on estime que 10 000 personnes sont directement menacées par la famine. Voilà, et pour en savoir plus, Étienne Lénart nous a rejoint. Bonsoir Étienne. Alors on estime qu'il y a 1 milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim dans le monde aujourd'hui. Elles ne se trouvent pas forcément là où on l'imagine, c'est-à-dire sur le continent africain en majorité. Non, le principal continent concerné, David, c'est d'abord l'Asie, l'Inde et le Bangladesh, avec 642 millions de personnes en état de malnutrition. Le continent africain vient en deuxième, l'Afrique subsaharienne, 265 millions. Dans un pays comme Madagascar, 35% de la population ne mange pas à sa faim. L'Afrique du Nord également et l'Égypte avec 42 millions. Et enfin l'Amérique latine, 53 millions de personnes concernées dans un continent qui produit pourtant beaucoup de denrées alimentaires. Est-ce que ces dernières années, la tendance est à la hausse ou à la baisse ? Eh bien, cette courbe, elle est restée relativement stable, vous allez le voir, jusqu'au début des années 90, et puis elle a explosé. Plus d'1 milliard en 2009. Les raisons, le coût des denrées alimentaires, mais aussi la pression démographique. Plus il y a de bouches à nourrir, plus il y a de personnes en état potentiel de malnutrition. Et on a de quoi être inquiet lorsque l'on sait que la population mondiale augmentera de 30% d'ici 40 ans. C'est un véritable cri d'alarme que lance le patron de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. Écoutez ce qui se passe toutes les 6 secondes dans le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un enfant vient de mourir de la faim. Jacques Diouf, extrait d'un clip qui est diffusé en ce moment. Merci Étienne Lénart. Il est 20h20, restez avec nous. À suivre, à la découverte de la police de demain. Génétique, image virtuelle, elle sera d'abord une affaire de science. C'est ce que montrent les innovations au salon Millipol. Entre 20 et 25 degrés un 16 novembre, la France connaît une exceptionnelle vague de douceur et cela devrait durer. Et puis elle était la figure de proue du féminisme dans les cités. Diams revient et elle raconte tout, la solitude, la dépression, la religion et le voile. D'abord donc retour vers le futur avec l'ouverture du salon Millipol. On y découvre les nouvelles techniques qu'utilisera la police de demain. Vous allez le voir, le travail des enquêteurs ressemblera de plus en plus à celui de scientifiques. Hakim Abdelkalek, Éric Delagneau, Nicolas Auer. Voici une enquête virtuelle. Elle pourrait avoir lieu en 2011 sur une scène de meurtre. Arrivent sur place les experts, ceux du laboratoire mobile d'analyse criminelle de la gendarmerie nationale. Un labo unique en Europe. Dans 40 mètres carrés, les dernières technologies pour traquer les pistes. Trace ADN au départ d'un cheveu, analyse virtuelle de la trajectoire de la balle. Empreinte digitale sur des supports complexes. Désormais, la science se déplace. Plus on travaille sur la scène, quelle qu'elle soit, immédiatement, moins les preuves ont le temps de se détériorer ou de disparaître ou d'être abîmées ou polluées. Un témoin a assisté au meurtre. La police dresse en 3 dimensions un portrait robot du suspect. En quelques clics, on transforme les cheveux, le nez, le cou, la couleur des yeux et de la peau. Un procédé inspiré des jeux vidéo, mis au point dans le département technologie de la police. On va pouvoir porter la victime sur une autre dimension qui va peut-être lui permettre de reconnaître plus facilement le portrait qu'on va lui réaliser. Une fois localisé, le suspect sera éventuellement filmé grâce aux 6 caméras embarquées de ce véhicule intelligent équipé Wi-Fi et 3G. Il envoie en temps réel toutes les images dans un centre de commandement. Ça permet donc à l'organe de commandement d'avoir une vue réelle du terrain et de pouvoir faire intervenir les effectifs à volonté. Le meurtrier pourra, pourquoi pas, être confondu grâce au logiciel de comparaison faciale. Il reconnaît automatiquement dans une foule un visage qu'il a déjà dans sa mémoire. Les scènes de fictions américaines deviendront bientôt une réalité française.
L'environnement, on l'avait annoncé, il est au rendez-vous. L'Europe et la France connaissent un automne particulièrement doux. Dans notre pays, les températures sont de 6 à 10 degrés plus élevées que la moyenne. À Ajaccio, en Corse, reportage Nathalie Jourdan, Virgile Liado. Personne à gauche, personne à droite. Allez, on va tenter. 17 degrés dans l'eau, nous, on passe. Elle, pas. Immersion totale, gin tonique à consommer sans modération. On se régénère. On se régénère et on garde l'éternelle jeunesse. Et si vous voulez garder l'éternelle jeunesse, il faut venir en Corse. Voilà. Au sec, on gagne quelques degrés, 22 à l'ombre. Les vacanciers se prennent à bronzer. On est venu il y a 3 ans et c'était mieux. Encore mieux, parce qu'on se baignait. L'eau était chaude. Et pour ceux qui n'aiment pas l'eau, il y a toujours l'option petite foulée. Il y a quelques temps, je me baignais encore, mais là, bon, il y a eu la pluie. Je vais trop vite. Non, non, c'est juste que nous, on n'a pas nos baskets, ni nos maillots, alors on est allé boire un pot sur le port d'Ajaccio. On n'était pas les seuls, il y avait notamment monsieur en voyage d'affaires. Ça pourrait être largement pire, surtout quand je viens de l'Est, et le temps dans l'Est, c'est pas merveilleux pour l'instant. Le pire, c'est que ça va durer. Et comme ne dit pas le dicton corse, quand sur la mer en novembre ça brille, il y a des chances qu'à Noël aussi, ça scintille. Les changements climatiques à l'échelle planétaire maintenant, on sait que ce sont au pôle que les variations sont les plus importantes. Nos envoyés spéciaux, Alain Chalbron et Aaron Diamond, se sont rendus en Patagonie, au Chili, à l'extrême sud du continent américain. Et là-bas, la vie quotidienne est directement affectée par la hausse des températures. Voici leur reportage. Ils fondent à vitesse grand V les glaciers de Patagonie et le rythme s'accélère. Des blocs entiers se détachent et forment dans la mer ou dans les lacs des Andes des icebergs, plus ou moins grands, aux couleurs d'un bleu intense, magnifique, mais dangereux pour les bateaux. Je navigue depuis 14 ans par ici. Le glacier arrivait jusque-là. Il y avait la glace partout, printemps et été. Tout ça autour, ce n'était que de la glace. Se détachaient alors des blocs gigantesques. La navigation a même été interdite pendant 2 ans. Depuis 1995, ce glacier s'est réduit de presque 1,5 km. C'est énorme et aujourd'hui, il perd de 20 à 30 mètres par an. À Punta Arenas, la capitale de la Patagonie chilienne, à l'anguille le long du détroit de Magellan, on suit avec inquiétude cette évolution du réchauffement climatique. Dans cette région de Magellan, le réchauffement a été de 3 degrés en 50 ans, contre 0,74 sur Terre en moyenne. 4 fois plus. Et ceci affecte non seulement les glaces, mais aussi la biodiversité et la température de l'eau. Ils en savent quelque chose, les pêcheurs du coin, réduits bien souvent au chômage. En fait, c'est comme s'ils avaient perdu leur repère. Avant, l'hiver arrivait ici beaucoup plus tôt. Maintenant, c'est le printemps en principe et vous le voyez, il neige encore. Alors on se croirait en hiver. Tout est chamboulé. On ne peut plus travailler comme autrefois. La mer était calme et surtout, il y avait plus de poissons. Quant aux pingouins qui viennent ici chaque année reformer leur couple, ils souffrent aussi. Leur habitat est affecté par la montée du niveau des eaux. D'autre part, puisque l'eau se réchauffe, le nombre de poissons d'eau froide, et en particulier le krill, diminue. Du coup, ils ont beaucoup moins à manger. Pour l'heure, ces pingouins de Magellan n'ont pas encore trop changé leurs habitudes entre pêche, danse et amour. Mais cela aussi pourrait ne pas durer. Le retour maintenant d'une chanteuse emblématique. Diams a connu le succès très jeune. Elle était à l'époque considérée comme le porte-drapeau du féminisme dans les quartiers. On sait moins que ces dernières années, elle a vécu la solitude, la dépression. Et dans son nouveau disque, elle chante sa rencontre avec l'islam. Un disque en forme de confession. Jean-François Firet, Yann Moine. Bonsoir tout le monde. La voici donc, cette nouvelle Diams qui fait tant parler. Dans cette course au succès, je crois que l'on côtoie l'enfer. Ma sœur, mon frère, on est aussi des enfants du désert.
Premier concert après 2 ans d'errance, le mois dernier. Donc je suis sorti de ma bulle, j'ai pris le temps de regarder l'Afrique et de contempler l'infini qu'une... La rappeuse de son propre aveu enfin en paix avec elle-même. Quand t'as pas peur, hein, dis-moi qu'est-ce que t'as peur, rien. Diams dit aller mieux, bien mieux qu'en 2008. Elle est alors au sommet de sa carrière, mais son moral est au plus bas. 1 million d'albums vendus. Elle, la petite rappeuse de banlieue parisienne, née à Chypre en 1980 et le porte-parole de toute une génération mal dans ses baskets. Bien trop lourd à gérer pour son mètre 68. 1 million d'albums, c'est pas rien. C'est beaucoup d'amour du public, mais c'est aussi de la haine, de l'envie. 40 cm de largeur, moi j'étais tout sauf un monteur. Sa dépression, Diams la met aujourd'hui en rime. Des textes incisifs en guise de confession. Et sous la casquette, un voile. Pourquoi le porter pour la première fois depuis sa conversion à l'islam en 2000? Message politique ou de détresse? Diams ne répond pas. Une seule chanson sur le sujet. Elle n'est pas laïque cette nation, elle craint juste la contagion. C'est pas une fille que d'être jugée pour ses formes, jugée pour un... L'association Ni pute ni soumise regrette ce revirement. Je pensais que Diams d'ailleurs expliquait comment on pouvait se battre contre cette violence. Et moi je trouve qu'il faut arrêter d'utiliser et d'instrumentaliser la religion musulmane. Après, Diams ne s'est pas exprimée, elle s'est pas exprimée. Diams doit-elle se justifier? Sur Internet, chacun son avis sur la question. Les fans de la première heure, eux, demandent qu'on la laisse tranquille. Un choix qu'elle a fait, elle s'y trouve bien dans sa religion, donc si elle est bien, pour ses fans, ça doit être bien de l'avoir heureuse. J'ai fait mon choix et je t'emmerde désormais qui même me suivent. Voilà qui est dit, Diams entend suivre son propre chemin qu'elle souhaite paver de bonnes intentions. Elle reversera les bénéfices de son album à son association caritative contre la famine en Afrique. On est des nazes à ce qui paraît, faudrait qu'on se casse, mais on sort de nos casques, mais on se sert de mailles. Il était l'une des figures montantes du cinéma français. Jocelyn Quivrin est mort dans un accident de voiture la nuit dernière en région parisienne. Il avait dernièrement tourné dans la comédie LOL avec Sophie Marceau ou encore dans 99 francs. Compagnon de l'actrice Alice Taglioni, il laisse derrière lui un petit garçon de 8 mois. Jocelyn Quivrin avait 30 ans. 2 images de sport, le trophée Jules Verne d'abord avec l'abandon de Franck Camas pour cause d'avarie sur son maxi trimaran au 11e jour de sa tentative de record du monde, de tour du monde à la voile en équipage. Il est contraint de stopper la course, important dégât sur le flotteur gauche. Il fait désormais route vers le Cap en Afrique du Sud à vitesse réduite. Et puis des soucis aussi pour l'équipe de France de football. 3 joueurs sont forfaits avant le match retour contre l'Irlande au Stade de France mercredi. Abou Diaby blessé à un mollet, alors que hier soir Jérémy Toulalan blessé aux adducteurs et Eric Abidal blessé à une cuisse lors du match aller ont fait savoir que non plus ne pourraient pas disputer cette rencontre. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, fin de cavale pour Tony Musulin. Le convoyeur aux 11 millions d'euros s'est rendu à la police de Monaco qu'il a remis aux autorités françaises à Nice. Il est en ce moment en route vers Lyon. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Tania Young, encore donc de la douceur, 20h35, Cold Case, affaire classée. Et n'oubliez pas, 22h10, complément d'enquête avec Benoît Duquesne. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.